En 1984, le tout petit studio de développement anglais Palace Software vient de sortir une adaptation pas très réussie de The Evil Dead, le premier film de la série de Sam Raimi. Conscients que leur premier jeu manque cruellement d'une vraie patte graphique, ils engagent le jeune graphiste Steve Brown qui se mettra tout de suite à l'ouvrage sur Cauldron, peut-être le premier jeu à proposer une véritable direction artistique sur Commodore 64 et autres ordinateurs 8 bits. Tout au fond des bois, une sorcière sort de sa maison au toit de chaume, enfourche son balai et s'envole dans la nuit. Ce soir, elle part à la recherche de 6 ingrédients. Une grenouille, un lézard, une chauve-souris, de la lave, de la mandragore et un os. Ces ingrédients sont nécessaires à la préparation d'une potion qui lui donnera la puissance de vaincre la citrouille maléfique et de récupérer ainsi le balai d'or. Ce jeu, dont l'ambiance évoque Halloween, a été conçu par le programmeur Richard Lane-Fellner, futur vice-président de Electronic Arts Angleterre, tandis que Steve Brown, comme nous le disions en introduction, réalisait les graphismes. Steve était plutôt branché jeux de plateforme, tandis que Richard, quant à lui, adorait les shoot'em up. Ils ont eu l'idée de mixer ces deux genres avec 2 phases de gameplay distinctes. Dans la première, la sorcière chevauchant son balai parcourt les forêts et les océans, le scrolling des décors s'avérant très fluide et impressionnant. Elle peut aussi, contre quelques points de magie, lancer des sorts pour se débarrasser des chauves-souris, fantômes et autres oiseaux de mauvais augure qui lui barrent la route. La seconde phase de gameplay commence lorsque, munie d'une clé, elle rentre dans une des 4 cavernes à explorer pour récupérer ses ingrédients. On passe alors à un jeu de plateforme à écran fixe, jusqu'à ce que la sorcière ressorte de la caverne. L'une des 6 cavernes est gardée par la citrouille maléfique, qui ne pourra être vaincue qu'à la fin, une fois les 6 ingrédients ramassés et mixés dans la potion. Excellent graphiquement, bien qu'un peu vide au niveau sonore, Cauldron s'est très bien vendu à sa sortie. Le charisme de cette sorcière, particulièrement expressive malgré la petite taille du sprite, ainsi que la variété des environnements, était particulièrement attrayant. Cependant, Cauldron, comme beaucoup de jeux européens de cette époque, était excessivement difficile et souffrait d'erreurs de game design. Lors des phases de vol, les ennemis vont si vite qu'il est parfois impossible de les éviter. L'inertie dans le pilotage de la sorcière, calquée sur le modèle de Defender, est un enfer à gérer. Surtout qu'il est impossible de décoller ou de se poser si le sol n'est pas parfaitement plat. Mais les phases de plateforme sont encore pires. Il n'y a aucun air control. On meurt en cas de chute d'à peine 1 mètre ou 2, et surtout les écrans fixes obligent le joueur à sauter à l'aveugle en espérant qu'il y ait bien une plateforme sous ses pieds à l'écran suivant. Les 2 créateurs avoueront plus tard n'avoir jamais testé le jeu en conditions réelles. Ils testaient des petits passages séparément, avec vis infinie, et n'ont finalement jamais eu une vision de la difficulté globale du jeu. Mais ce défaut était si répandu en 1985 qu'il passa presque inaperçu. La preuve, Cauldron reçut carrément la note maximale dans le magazine Tilt. Cauldron est également sorti sur Spectrum et Amstrad CPC, avec une jouabilité améliorée lors des phases de vol grâce à l'abandon de l'inertie, mais sans le très beau scrolling horizontal de la version Commodore 64. Un an plus tard, en 1986, Steve Brown imagine une suite à son best-seller. Cherchant à se renouveler, il décide de mettre en scène non plus la sorcière, mais la citrouille. Pauvre créature vaincue, terrassée à la fin de l'épisode précédent, elle cherche à se venger de la sorcière. Celle-ci est devenue surpuissante et vit maintenant dans un château gigantesque. Le gameplay est particulièrement original. Steve décide de ne laisser le joueur contrôler la citrouille qu'à moitié. Elle rebondit sans cesse et le joueur peut juste moduler la force du rebond et imprimer une direction. Si l'on peut comprendre la logique du game design, manette en main, Cauldron 2 est certainement l'un des jeux les plus crispants de l'univers. La frustration dépasse toutes les limites connues lorsqu'après être monté patiemment tout en haut d'une tour, un rebond malheureux précipite la citrouille dans le vide. Mais malgré cela, c'est encore une fois un succès car on ne peut nier à l'ensemble une ambiance et un charme particulier, rehaussés par une musique d'intro très réussie. Le château de la sorcière est très bien construit et recèle un grand secret. Si on prend la peine de dessiner un plan ou de prendre chaque écran en photo, on réalise qu'il s'agit tout simplement du château du logo Palace Software qui ornait tous les boîtiers des jeux du studio. En 1991, Palace Software est sur le point de fermer ses portes et vend son catalogue à l'éditeur français Titus, qui, fort de ses nouvelles licences, s'empresse de sortir sur ordinateur 8 et 16 bits Super Cauldron.
Si l'affiliation est évidente, aucun des créateurs des 2 premiers épisodes n'ont été impliqués dans le projet, et ils ne figurent d'ailleurs pas au générique. Super Cauldron est passé plutôt inaperçu à sa sortie. On peut le comprendre car ce jeu de plateforme fade et sans génie était bien loin d'être aussi novateur et marquant que ses prédécesseurs. Malgré leurs défauts qui sautent aux yeux aujourd'hui, Cauldron et Cauldron 2 font partie des jeux légendaires de l'Amstrad CPC et du Commodore 64. Le succès critique et public permit à Palace Software de voir encore plus grand et de donner carte blanche à Steve Brown pour son nouveau projet. Un jeu qui surpassera encore le succès de Cauldron, le mythique Barbarian.